Hawaï, un chapelet d'îles paradisiaques, à l'écart du monde. On y cultive l'harmonie entre l'homme et son environnement, fondée sur les valeurs de soin, de respect et d'entraide. Hawaï, ce sont aussi des volcans nourris par le feu de la terre, perdus au milieu des flots qui attirent les géants de la mer. Ses habitants témoignent une profonde gratitude au monde qui les entoure et font de leur mieux pour préserver les équilibres naturels. Aloha, bienvenue dans cet archipel du bout du monde. De grandes bandes de dauphins à long bec ont passé la nuit à chasser. Ils viennent reprendre des forces dans la baie de la grande île d'Hawaï. Une fois reposés, ils s'ébattent dans l'eau. Ils sont capables d'effectuer des sauts spectaculaires pour se débarrasser de parasites ou tout simplement pour exprimer leur joie de vivre. Le requin-tigre connaît leurs aires de repos. Mais les dauphins ne risquent rien tant qu'ils restent sur leur garde. Ils repèrent les dangers par écolocalisation. Mais le requin-tigre est un chasseur patient. Il sait que les dauphins relâchent leur attention quand ils bondissent hors de l'eau. Il en profite alors pour se faufiler jusqu'à eux. Sa livrée tigrée le rend quasiment invisible sur le fond marin. Ce dauphin n'aurait pas dû baisser la garde. Un poisson papillon jaune picore les restes de sa nageoire caudale. Les viscères s'éparpillent sur les coraux. Les carangues et les poissons chirurgiens s'en délectent. Une murène engloutit tout ce qu'elle peut de cette manne providentielle. Repu, le requin-tigre disparaît dans les profondeurs de l'océan. Sa prédation contribue à l'équilibre de l'écosystème marin. L'archipel d'Hawaï s'étend au milieu de l'océan Pacifique, à plus de 3000 km des États-Unis, dont il est l'un des 50 États. Il compte plus de 130 îles et atolls, dont 8 principales qui s'étirent d'est en ouest, de Niihau et Kauai à Hawaï. L'archipel est d'origine volcanique. Il s'est formé dans l'océan il y a des millions d'années et n'a jamais fait partie d'une terre plus grande. Animal ou végétal, toutes les espèces hawaïennes ont été apportées par la mer, les vents ou les oiseaux. Ses ancêtres ont évolué, coupés du reste du monde. Le résultat est une faune et une flore qui n'existent nulle part ailleurs. Hawaï est peuplé depuis 750 après Jésus-Christ par des Polynésiens venus des Marquises.
L'explorateur britannique James Cook y a accosté pour la première fois en 1778. Et l'arrivée des Européens a fait basculer l'histoire de l'archipel. Des masses d'air marine chargées d'humidité s'élèvent au-dessus de l'océan. Leur condensation donne naissance à des nuages qui se déchargent en pluie lorsqu'ils rencontrent le relief hawaïen. Les épaisses forêts tropicales humides d'Hawaï retiennent cette eau comme une éponge. Elles jouent un rôle central dans l'équilibre hydrologique des îles. La faune et la flore de ces forêts sont particulièrement riches. 1500 espèces végétales ont été recensées, dont 90% ne se rencontrent nulle part ailleurs. La plupart de ces plantes s'épanouissent dans le climat tropical humide. L'Ohia leua est un arbre emblématique de ces forêts, connu pour ses fleurs rouges écarlates. Il a été déclaré arbre officiel de l'État d'Hawaï en 2022. Depuis l'arrivée d'espèces exotiques, davantage habituées à la concurrence, de nombreuses espèces endémiques disparaissent de l'archipel, comme cet hibiscus blanc. Ce bel oiseau est également menacé. L'iéoui rouge est un passereau de la famille des fringillidés. Son long bec recourbé lui permet de butiner les fleurs. L'iéoui agrémente son repas de minuscules insectes. Il doit son nom à son cri. Il fait partie de la famille des guêpiers d'Hawaï, qui comprend une quarantaine d'espèces. Elles ont toutes le même ancêtre, qui a dû arriver d'Amérique avec le vent. Parmi ces espèces, une dizaine sont déjà éteintes. Les autres ne se rencontrent plus qu'en altitude. Elles se réfugient pour fuir les insectes vecteurs du paludisme aviaire, qui ont été introduits dans l'archipel au XIXe siècle. L'épignate Akiapolaau est un autre guêpier d'Hawaï doté d'un bec très particulier. La partie supérieure est longue et incurvée comme une faucille, et la partie inférieure courte et puissante comme un ciseau. Il lui permet de dénicher les insectes qui se cachent dans l'écorce des arbres. L'Akiapolaau est en voie d'extinction. On ne le trouve que dans les forêts anciennes et encore intactes. Comme tous les oiseaux endémiques, il subit la concurrence d'espèces introduites telles que le moineau domestique. Les guêpiers d'Hawaï tentent de chasser l'intrus. Mais le moineau a une grande faculté d'adaptation. Il a un net avantage sur l'iéoui, car il se reproduit à un rythme plus rapide, notamment parce que ses couvées comportent un plus grand nombre de poussins. Hawaï est le berceau du surf, un sport ancré dans la culture polynésienne. La capitale de l'archipel se nomme Honolulu, littéralement la baie abritée en hawaïen. Elle se trouve sur l'île d'Oahu. Waikiki est certainement sa plage la plus célèbre. La base navale de Pearl Harbor se trouve tout près. Son attaque par les Japonais en décembre 1941 a propulsé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Cet événement a marqué un tournant dans l'histoire des îles Hawaï.
L'archipel, déjà annexé par les États-Unis en 1898, est devenu le 50e État américain en 1959. C'en était fini de son isolement. Le phoque-moine d'Hawaï est de retour sur certaines plages, où on peut le voir prendre un bain de soleil. C'est une espèce particulièrement rare, qui a longtemps été chassée pour sa fourrure, sa chair et sa graisse. Depuis qu'elle est protégée, ses effectifs repartent lentement à la hausse. On compte actuellement 1500 individus. Mais de nombreux phoques meurent encore dans les filets de pêche ou à cause du plastique dans l'océan. Sans compter que leur habitat ne cesse de se réduire. Les animaux sauvages et les humains partagent de plus en plus le même espace. Seule une politique de sensibilisation et la prise de conscience du public peuvent permettre une cohabitation paisible, comme ici. C'est l'espoir de ce couple. Ocean Ramsey et son compagnon Juan Oliphant prennent la défense des requins, accusés d'attaquer plusieurs personnes chaque année au large d'Hawaï. Ocean bat la surface de l'eau avec sa palme pour attirer les requins tigres. Je me souviens encore du premier requin que j'ai vu. J'avais 7 ou 8 ans. Je nageais à la surface. En dessous, il y avait un sable blanc très beau. J'entends encore le bruit des vagues qui s'échouaient doucement sur la plage. Il était très tôt le matin. Un requin est arrivé par derrière et il est passé sous moi, en longeant le fond marin. J'ai tout de suite été subjuguée. C'était incroyable, cette proximité et cette fascination que je ressentais. Le requin a continué d'avancer et je l'ai suivi un petit peu. Je trouve que c'est un animal vraiment unique. Il incarne la grâce et la perfection. Ocean pratique la plongée libre, sans bouteille. Un requin-tigre approche aussitôt. Ocean l'arrête d'un geste doux et rassurant, puis l'écarte sans agressivité. Elle ne plonge jamais seule avec les requins. Juan la suit avec une caméra. Ensemble, ils ont déjà identifié plus de 300 spécimens de différentes espèces. Ocean sait quand elle peut approcher de la puissante gueule de l'animal. Elle connaît parfaitement le langage corporel de ces grands carnivores. Cet individu a un hameçon planté au coin de la gueule. On estime que plus de 20% des requins-tigres d'Hawaï ont été blessés par un équipement de pêche. Chez cette femelle, c'est une ligne de pêche qui a entaillé la chair en profondeur. Ocean ne laisse pas le troisième requin approcher. Il bombe le dos et commence à dessiner des cercles. C'est mauvais signe. La jeune femme se dresse pour paraître plus grande, puis elle remonte vers la surface pour respirer, sans faire de gestes brusques pour ne pas paraître agressive.
Elle va tenter de débarrasser la femelle de la ligne de pêche qui l'entrave. L'animal se laisse approcher. Ocean tient un couteau dans la main. Quand elle approche, la femelle retire son œil dans son orbite, comme si elle savait ce que la plongeuse allait faire. Mission accomplie. C'est tout ce qui compte pour moi. La femelle a roulé sur le côté. C'était magnifique. Elle est venue me voir et elle a roulé sur le côté comme pour me montrer sa blessure. Elle m'a laissé approcher tout près. Je ne ferai pas ça avec tous les requins. Parce que parfois, quand je suis trop près de leur gueule, ils font le geste de mordre. Mais cette femelle était tellement calme que j'ai même pu retirer le bout coincé entre ses dents. J'ai juste pensé, je vais l'aider. Je vais lui retirer cette ligne qui la gêne visiblement. Et je l'ai attrapée sur le côté. Elle a approché, on voyait qu'elle nous reconnaissait. C'était une si belle rencontre, si paisible. Ocean prend d'énormes risques, bien sûr, mais elle nous montre que les requins ne sont pas les êtres assoiffés de sang qu'on imagine. Hawaï est sûrement l'un des endroits les plus humides au monde. C'est une terre d'eau avec des paysages sublimes. Comme ici, sur les hautes falaises de l'île de Molokai. L'eau se jette en cascade d'une hauteur vertigineuse qui peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Elle érode les roches tendres d'origine volcanique. Au fil du temps, elle a creusé des gorges profondes et des vallées encaissées. L'eau se précipite en pluie. Elle s'écoule, s'infiltre, s'évapore. Ce cycle se répète inlassablement et façonne le relief d'Hawaï depuis des millions d'années. Mais aujourd'hui, les espèces exotiques invasives viennent perturber les équilibres naturels. Le Ceraxis constitue une grande menace pour les écosystèmes. C'est une espèce originaire d'Inde qu'on a introduite comme gibier en 1868, d'abord à Molokai, puis sur d'autres îles. Le climat doux lui convient très bien. Ici, les cerfs trouvent de la nourriture en toute saison, ce qui n'est pas le cas dans leur région d'origine, où le climat est plus sec. De plus, les biches mettent bas toute l'année à Hawaï, alors qu'en Inde, c'est uniquement avant le début de la mousson. Comme les mâles ne naissent pas tous à la même période de l'année, on peut voir des bois à différents stades de croissance. Lorsque les mâles sont en rut, ils frottent leur bois sur l'écorce des arbres pour y laisser leur odeur. Dès qu'il rencontre un autre mâle, il s'engage dans un violent combat.
Comme les céraxis n'ont pas de prédateurs naturels dans les îles, ils se comptent désormais par dizaines de milliers, rien qu'à Molokai. Ils causent des dégâts irrémédiables en broutant le moindre brin d'herbe. À force de ratisser complètement la terre, ils provoquent la mort des jeunes arbres. Le sol privé de racines se compacte et l'eau ne peut plus s'y infiltrer. Elle s'écoule alors en surface, en arrachant la couche superficielle du sol, aggravant encore le phénomène d'érosion. L'eau trace des sillons profonds et emporte jusqu'à la mer la terre fertile qui se dépose sur les récifs coralliens. L'introduction d'espèces qui peuvent proliférer en l'absence de prédateurs perturbe ainsi des écosystèmes très anciens. Désormais, il paraît impossible de se débarrasser du céraxis dans les régions les moins accessibles de l'île. D'autres mammifères perturbent également l'équilibre de l'archipel, en particulier le mouton, la chèvre, la vache, le chat, le sanglier et la mangouste. Toutes les nuits, un spectacle féerique se déroule dans l'océan. Des myriades d'animaux microscopiques nous offrent des jeux d'eau et de lumière grandioses. Ils quittent les profondeurs de l'océan par milliards. Ils remontent vers la zone éclairée afin de se nourrir d'algues et de phytoplancton. Le peuple des abysses ne s'aventure à la surface qu'à la nuit tombée, lorsque dorment ses prédateurs, poissons ou oiseaux marins. Au cours de sa migration quotidienne, il rapporte des substances nutritives au fond de la mer. Ces créatures aux formes étranges, qui défient l'imagination, jouent ainsi un rôle essentiel dans l'écosystème marin. Certaines se nourrissent de plantes ou d'animaux morts, d'autres de déjections. Parmi ces voyageurs qui traversent l'océan, on trouve des clandestins, comme cette larve de poisson embarquée dans une salpe. Les salpes sont des animaux pélagiques au corps gélatineux. Elles forment des chaînes d'individus de plus d'1 kilomètre. Ces chaînes peuvent prendre la forme d'une spirale, dans laquelle de minuscules poissons cherchent refuge en cas de danger. Le calamar est capable de fondre sur ses proies à la vitesse de l'éclair. Mais les poissons lui filent sous le nez. Il remonte vers la zone éclairée pour se nourrir.
L'encornet bande violette, un monstre de 8 kg pour 50 cm, se nourrit lui aussi d'invertébrés et de petits poissons. Les dauphins à long bec en sont très friands. L'encornet s'enfuit à toute vitesse. Mais les dauphins sont plus rapides. Il ne lui reste plus alors qu'à produire un nuage d'encre pour se rendre invisible. Les dauphins passent leur chemin. L'encornet est sauvé. Le soleil se lève sur l'île de Maui. Le sommet du volcan Haleakala perce à travers une mer de nuages. Il semble dominer le monde du haut de ses 3055 mètres. C'est là, selon une légende hawaïenne, que le demi-dieu Maui a capturé le soleil pour qu'il ralentisse sa course. La vapeur d'eau océanique se condense autour de 1800 mètres d'altitude. Plus haut, notamment au bord du cratère, l'air est sec. Seules des espèces spécialistes sont capables de vivre dans ce milieu où les précipitations sont rares et où le soleil brûle. L'épée d'argent poussait autrefois en bande si large que toute la montagne étincelait. Mais le tourisme et le surpâturage l'ont mené au bord de l'extinction. Aujourd'hui, c'est une espèce protégée. Ses poils argentés reflètent les rayons UV, ce qui empêche l'eau de s'évaporer. Ses feuilles ordonnées en rangs serrés résistent aussi bien aux journées torrides qu'aux nuits glaciales. L'épée d'argent d'Hawaï a une croissance extrêmement lente. Elle ne fleurit qu'une fois, au bout de longues années, parfois 30, 40 ou même 90 ans. Elle produit alors une tige unique qui peut atteindre 2 mètres de haut et qui est ornée de centaines de capitules. La plante meurt peu après cette unique floraison. Elle était pollinisée autrefois par un insecte endémique désormais en voie de disparition. Les abeilles introduites récemment peuvent également la butiner, mais avec moins d'efficacité. On trouve désormais 2 types d'espèces dans les îles hawaïennes. Des spécialistes endémiques, qui ont des besoins très spécifiques, et des généralistes originaires du monde entier, qui sont capables de s'adapter à des conditions très variées. Les épaisses forêts qui couvrent l'archipel se composent d'un éventail d'espèces introduites par l'homme depuis qu'il occupe ces îles. Certaines, comme ce bambou, sont invasives. Elles modifient tout le paysage.
Sam Ohugon est zoologue. Il souhaite que l'homme développe un autre rapport à la nature, suivant le modèle de ses ancêtres. Lorsqu'on parle de biologie et de conservation des espèces, il faut aussi s'intéresser à la culture. La relation entre l'homme et son environnement naturel est la clé qui rendra la vie sur Terre possible à l'avenir. J'ai une pratique culturelle. Je suis Kumu Oli, ce qui signifie que j'ai appris les cérémonies et les chants traditionnels. Les chants sont un moyen de communication avec les dieux. Quand on entre dans une forêt, on offre un chant Oli Kahea pour dire qui on est et pourquoi on vient, dans quelle intention. Sam navigue entre l'univers de la science et celui des savoirs traditionnels. Il ne voit pas de contradiction entre eux, bien au contraire. Il considère les plantes et les animaux comme ses ancêtres et se sent lié à tous les êtres vivants. Lohia lehua est l'arbre dominant des forêts humides hawaïennes et même au-delà des forêts. Autrefois, on le trouvait à tous les étages, du niveau de la mer jusqu'à la limite des arbres, qui s'élevaient à 2700 ou 2900 mètres d'altitude sur les îles les plus hautes. C'est vraiment une espèce centrale dans l'écosystème. Ses fleurs sont la base de l'alimentation des guêpiers d'Hawaï et sa couronne domine la canopée. Cet arbre est la manifestation physique d'une multitude de dieux. Quand je vois un vieux spécimen, je pense à plusieurs choses. D'abord, je me dis, cet arbre a 400 ans. Il était là avant l'arrivée de James Cook, en 1778. Il a été témoin de tous les changements qui ont eu lieu dans la société et l'environnement d'Hawaï depuis cette époque. C'est l'un de nos aïeux. Dans la mythologie hawaïenne, les lieux sont souvent associés aux forces naturelles. Voici Moku Ho'oniki, le rocher tortue qui garde la mer, à Molokai. Il résulte d'une coulée de lave qui a atteint l'océan et a refroidi au contact de l'eau. Le rocher tortue est un symbole de transition et de transformation. Sa partie immergée offre un abri à un riche éventail d'animaux marins. Honu, la tortue verte en hawaïen, vit dans la mer et pond sur la terre. Selon la légende, les premiers colons polynésiens seraient arrivés à Hawaï sur le dos d'une tortue verte. Ces eaux grouillent de vie. On y voit d'immenses bancs de poissons qui nourrissent une multitude de carnivores. Voici la raie léopard, que les Hawaïens appellent Ihimanu, l'oiseau élégant. Elle peut atteindre 3 mètres d'envergure et évolue dans les eaux peu profondes. Elle fouille le sable à la recherche de crustacés et de mollusques avec sa tête aplatie.
À la période de reproduction, on voit souvent plusieurs petits mâles poursuivre une grande femelle. Ils s'efforcent de mouvoir leurs nageoires au même rythme qu'elle. La parade nuptiale commence dans les abysses, mais l'accouplement a généralement lieu près de la surface de l'eau. Les mâles doivent trouver la bonne position. Le moment venu, un mâle se jette sur la femelle et s'agrippe à son dos avec ses dents. L'accouplement dure quelques secondes. La femelle se retire aussitôt. On peut voir des traces de morsures sur son dos. Les œufs vont se développer et éclore dans son ventre au terme d'une gestation de 12 mois. Certains animaux de l'archipel n'ont pas de nom hawaïen. C'est le cas d'un drôle de reptile qui n'est présent dans les îles que depuis 1972. Le caméléon de Jackson est originaire d'Afrique de l'Est. Il a été importé comme animal de terrarium. Des spécimens se sont échappés et se sont multipliés rapidement. Aujourd'hui, on rencontre ce caméléon cornu dans les jardins, les forêts et les plantations de café de 3 îles, Hawaï, Maui et Oahu. Les mâles possèdent 3 cornes, avec lesquelles ils s'affrontent à la saison des amours. Les spécimens qui vivent à Hawaï affichent des couleurs bien plus voyantes que leurs cousins africains. Peut-être parce qu'ils ont très peu de prédateurs et donc moins besoin de se camoufler. L'espèce aurait ainsi développé un nouveau caractère pour s'adapter à son milieu en quelques décennies seulement. Le caméléon de Jackson constitue une menace pour de nombreux insectes qui ne se méfient pas assez de sa langue bien pendue. Pour éviter que l'espèce ne se disperse dans le reste de l'archipel, les autorités ont interdit qu'on la déplace. Le site patrimonial de Papahanaumokuakea est la plus grande réserve marine de l'hémisphère nord. Il se compose d'un chapelet d'atolls et d'îles inhabitées situées à 2000 km au nord-ouest des îles principales. Chaque année, 3 millions d'oiseaux marins nichent sur Midway. Leurs œufs y sont à l'abri des chats, des rats et d'autres prédateurs. L'albatros et la frégate du Pacifique vont chercher leur nourriture en haute mer. Midway abrite la plus grande colonie d'albatros de lézards au monde. Ces oiseaux sont plus d'1 million à revenir nicher là tous les ans, souvent sur la même aire que l'année précédente. Le mâle attend déjà la femelle. Les couples restent généralement ensemble toute leur vie. Ils renouvellent leur union chaque année lors d'une parade complexe. Chaque couple élabore sa propre chorégraphie au fil du temps. À travers cette parade,
le mâle et la femelle se promettent un soutien mutuel, essentiel pour élever leur progéniture. Toute la vie sociale des albatros de Lézan se déroule sur cet atoll. En dehors de la période de nidification, ils mènent une vie solitaire en mer. Quelques jours après la parade, la femelle pond un œuf unique. Les deux parents se relaient pour le couver, par tranche de plusieurs jours. L'œuf éclot au bout de 2 mois. Les premiers temps, les parents ne laissent jamais le poussin seul. Ils le nourrissent pendant 5 mois avec du poisson qu'ils régurgitent. Plus tard, les deux parents s'absentent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ils vont chercher de la nourriture au large, parfois à plusieurs milliers de kilomètres de l'atoll. Les jeunes tentent leur premier vol dès que les plumes de leurs ailes sont suffisamment développées. Mais les requins rôdent. Ils savent que ces premiers essais de vol sont rarement couronnés de succès. Malgré les aléas de la vie des albatros, il n'est pas rare de voir des individus atteindre l'âge de 60 ans ou plus, comme cet albatros à pied noir. La civilisation a déjà imprimé sa marque sur cette île paradisiaque. Midway est situé à plus de 2000 km de toute terre habitée. Pourtant, il est jonché de déchets en plastique que les jeunes oiseaux ont tendance à avaler. Cette pollution cause la mort de 2 poussins albatros sur 5 dans les îles hawaïennes. Les oisillons n'arrivent plus à s'alimenter parce que leur estomac est rempli de plastique. Ici, l'ampleur de la crise mondiale du plastique est manifeste, à l'écart de la civilisation. Plus de 150 millions de tonnes de plastique dérivent dans les océans, selon les estimations de l'ONU. L'association hawaïenne PMDP nettoie les plages de la réserve marine au rythme de 50 tonnes par an. La mer apporte sans cesse de nouveaux détritus en provenance du continent de plastique. Cette immense plaque de déchets, 3 fois plus grande que la France, qui s'est formée dans le Pacifique Nord entre la Californie et Hawaï. James Morioka et son équipe font de leur mieux. On a passé 1 mois en mer, dans la réserve, et on a ramassé 39 tonnes de déchets marins. Quand on ramasse les déchets qui jonchent les plages, on découvre la faune qui était cachée derrière ces déchets, que ce soit des oiseaux marins, des tortues ou des phoques moines. Près de la moitié de ces déchets proviennent de la pêche. Il s'agit de filets, de lignes et de nasses jetées ou perdues en mer. Il est plus facile pour les navires d'abandonner leurs déchets dans l'océan que de les rapporter à terre pour les éliminer.
Les filets de pêche abandonnés en mer alimentent ce qu'on appelle la pêche fantôme. C'est-à-dire qu'ils continuent de piéger des animaux, notamment des oiseaux, des tortues et des cétacés comme les baleines. Puis ils finissent par échouer sur un récif de corail et le détruisent. Ils dérivent, poussés par le vent et les vagues, et arrachent les coraux, qui sont des organismes vivants. Les opérations de nettoyage des récifs sont très délicates et elles peuvent réserver des surprises. Lorraine Fraser en témoigne. Il m'est arrivé des trucs de fou. Un jour, par exemple, on cherchait des filets échoués sur le récif. Il m'a semblé en voir au loin, mais je voyais à peine ce que c'était. Quand on s'est approché, on s'est rendu compte qu'il y avait une tortue prise dedans. On s'est approché d'elle tout doucement pour ne pas la stresser davantage. On a pu l'attraper et défaire ses liens petit à petit. Elle n'avait pas l'air émaciée ni mal nourrie. Elle n'était pas toute maigre. Elle paraissait tout à fait capable de survivre. Nettoyer les océans de la pollution par les plastiques n'est pas une activité de tout repos. Une fois collectés, les déchets sont chargés à bord d'un navire ravitailleur qui les rapportera à terre pour recycler ce qui peut l'être et éliminer le reste. Les éboueurs de PMDP ne se contentent pas de ramasser les déchets. Ils souhaitent également sensibiliser l'opinion publique et trouver des solutions pour réduire le volume de déchets plastiques rejetés dans l'océan. Nous avons créé cette association avec l'espoir qu'un jour, elle n'aura plus de raison d'être. Ces jeunes reprennent à leur compte les valeurs hawaïennes ancestrales de respect et de protection de la nature. L'océan Pacifique sépare les îles Hawaï du reste du monde autant qu'il les relie. La baleine à bosse le parcourt lors de ses migrations. Chaque année en décembre, elle quitte les eaux froides et riches en plancton qui baignent les côtes de l'Alaska. Elle rejoint Hawaï après un périple de 5000 km. « 12 000 baleines à bosse se regroupent devant l'archipel, soit 2/3 des effectifs du Pacifique Nord. C'est là, dans ces eaux chaudes, qu'elles s'accouplent et mettent bas. Durant la période de reproduction, l'océan s'emplit du chant des baleines. Les mâles émettent de longs chants complexes à plusieurs voix. Ces chants ont une structure très distincte. Ils sont composés de phrases et de thèmes qui changent chaque année. Les mâles peuvent rester une demi-heure immobiles dans l'eau, à chanter tête en bas. Ils s'interrompent uniquement pour reprendre de l'air. Ce baleineau vient de naître.
C'est un beau bébé d'1,5 tonne pour 4 mètres. Il est né la queue en avant et prend ses premières respirations. Premier coup de nageoire, première plongée. Tout est nouveau pour lui. La femelle l'aide et le prend sur son dos. La femelle et son petit ne restent pas longtemps seuls. Un mâle les escorte. Il espère s'accoupler avec la femelle. Il n'est pas le seul. D'autres mâles veulent tenter leur chance. Le volcan Mauna Loa s'élève à 4169 mètres au-dessus de la mer. Il est entré en éruption en novembre 2022, après 40 ans de silence. Du magma en fusion s'est échappé de son sommet, rappelant à tous qu'Hawaï se trouve dans une zone d'activité volcanique intense et que son chapelet d'îles en est le produit. Pélé, la déesse hawaïenne du feu et des volcans, semblait avoir de nouveau ouvert les portes de son royaume souterrain pour créer et détruire ses îles tout à la fois. Durant 2 semaines, ces fontaines ont craché des jets de lave de 50 mètres de haut qu'elles puisaient à 5 km de profondeur. Des jets de lave d'une température supérieure à 1000 degrés. Le volcan Mauna Loa couvre près de la moitié de l'île d'Hawaï. À chaque éruption, la lave a progressé rapidement sur les pentes du volcan, puis ralenti en arrivant dans la vallée. Quand elle a atteint la mer, elle s'est solidifiée en formant de curieux rochers ainsi que des galeries sous-marines. De ces galeries s'échappent des jets d'eau aussi appelés geysers maritimes. Le plus célèbre d'entre eux est Spouting Horn, sur l'île de Kauai. L'eau de mer peut jaillir à 15 mètres de haut en cas de forte houle. Le magma remonté des profondeurs de la Terre a jailli dans l'atmosphère avant de retomber dans l'océan, où il a donné naissance à cette côte déchiquetée. Au début, la roche était si chaude qu'elle a tué toute forme de vie. Lorsqu'elle a refroidi, des poissons ont trouvé asile dans le dédale de galeries qu'elle offrait. Peu à peu, les algues et les coraux se sont établis sur la côte et la vie s'y est épanouie.
En venant dans ce labyrinthe, la tortue verte se cache du requin-tigre, son principal prédateur. Mais elle vient également là pour une autre raison. Des parasites lui causent des démangeaisons. En pareille situation, elle sait qu'elle peut compter sur les poissons chirurgiens. Ils sont heureux de la débarrasser des parasites et des algues qui se sont déposés sur sa carapace. Pour eux, c'est un festin. Les deux parties y trouvent leur compte. Après son gommage, elle se retire dans un endroit tranquille. Elle se glisse sous une saillie rocheuse où elle sera à l'abri du courant. La tortue est un reptile à sang froid, capable de rester longtemps sans manger ni respirer. Elle quitte la grotte lorsqu'elle a besoin de reprendre de l'air. La côte nord de Molokai offre des paysages spectaculaires. Des falaises d'une hauteur de 1000 mètres tombent dans l'océan Pacifique. On peut y lire l'histoire géologique de l'archipel comme dans un livre ouvert. Un glissement de terrain phénoménal a emporté un tiers de l'île il y a 1 500 000 ans, comme en témoignent ces falaises à pic. Dans toutes les îles, on peut voir des côtes tourmentées, creusées de profondes vallées d'où jaillissent d'impressionnantes chutes d'eau. Dans les forêts tropicales humides typiques d'Hawaï, on aperçoit encore des espèces animales et végétales qui étaient autrefois largement répandues dans l'archipel. Les îles hawaïennes comptent plusieurs espèces d'hibiscus endémiques. Celles-ci ne se rencontrent qu'à Kauai. L'hibiscus blanc d'Hawaï est le seul de son genre à répandre un parfum, en l'occurrence une senteur douce et fraîche. Quant à cet hibiscus jaune, c'est la fleur nationale. L'Ohialeua, l'arbre officiel d'Hawaï aux belles fleurs rouges, pousse dans les forêts humides comme les forêts sèches.
De nombreux végétaux possèdent des fleurs très particulières qui ne peuvent être butinées que par certains pollinisateurs comme l'iiwi. Coupées du reste du monde, la faune et la flore d'Hawaï ont développé des associations étroites. Au printemps, les fleurs jaunes du mamane sont une source de nourriture primordiale pour l'iiwi. En les butinant, il assure leur pollinisation car il transporte les grains de pollen d'une fleur à l'autre. Le santal alea cala est un arbre rare, fréquenté par les insectes pollinisateurs, mais aussi par l'apapané cramoisi. Ce guêpier d'Hawaï joue un rôle crucial car il pollinise de nombreuses espèces endémiques. Dans les eaux qui bordent les îles d'Hawaï, la richesse de la faune et de la flore est tout aussi impressionnante. Le barracuda est un prédateur vorace, constamment à la recherche de nourriture. Les poissons papillons virevoltent par milliers au-dessus du récif en gobant du plancton. La carangue bleue mise sur la rapidité pour capturer ses proies. Elle chasse souvent en petits groupes, au-dessus des coraux. Le poisson porc-épic scrute le récif en quête de gastéropodes, de bivalves, de crabes ou d'oursins. Quand la murène ne chasse pas, elle se repose dans les crevasses, au milieu des coraux. Toute cette diversité existe grâce à la remontée des eaux profondes le long de la fosse océanique. Ces eaux sont en effet particulièrement riches en nutriments. Le requin gris du récif se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Il est suivi par une cour de maquereaux. Les petits poissons s'abritent dans son sillage. Le barracuda n'osera pas les attaquer. Une raie manta de récif de 3 mètres d'envergure survole le fond sableux. Au sol, un oursin rouge avec ses piquants venimeux. Il n'a rien à craindre de la raie, qui se nourrit de zooplancton. Elle vient là pour une raison bien particulière. Elle a besoin elle aussi d'un nettoyage, qui sera assuré par un groupe de girelles-pans à sel. Elles vont la débarrasser de ses parasites, de la tête au bout des nageoires. Apparemment, elle n'est pas chatouilleuse, sauf à l'extrémité de la queue. En journée, les requins-marteaux à licorne restent en groupe. La nuit, ils rejoignent les profondeurs pour chasser en solitaire, principalement des céphalopodes. Ils possèdent une vision stéréoscopique grâce à leurs yeux situés aux extrémités de leur large tête aplatie. Ces requins-marteaux ont une idée derrière la tête. Ils se rapprochent de plus en plus. Le groupe est composé de mâles et de femelles. C'est inhabituel. En général, ils ne se mélangent pas. Un mâle et une femelle semblent communiquer en remuant le ventre et en changeant de couleur. Le premier prend une teinte argentée et la seconde une teinte foncée.
Ce changement de couleur peut être une réaction à un stress. Il peut également accompagner un comportement de défense. Ici, il pourrait s'agir d'un comportement nuptial. Mais la signification exacte de ce changement de couleur demeure inconnue. La vie privée des requins-marteaux d'Hawaï reste encore très mystérieuse. La civilisation semble n'avoir jamais atteint cette jungle. Elle a tout d'une forêt vierge, avec sa végétation luxuriante, ses arbres couverts de mousse et ses fougères arborescentes. Mais les apparences sont trompeuses. Comme beaucoup de forêts hawaïennes, celle-ci n'est plus intacte. Elle est envahie de tulipiers du Gabon, une espèce à croissance rapide qui gagne 2 mètres par an. Sa couronne très dense repousse les autres arbres, qui finissent par dépérir. Le problème ne saute pas aux yeux, mais il n'en est pas moins préoccupant pour le biologiste Rick Barbosa. J'ai grandi à Hawaï. J'ai toujours été entouré du vert des arbres et du bleu de l'océan. Pendant des années, je croyais que tout allait pour le mieux, puisque je pouvais me balader en forêt et voir des milliers d'arbres. Il a fallu que j'étudie la faune et la flore endémique pour changer de regard. J'ai alors compris que toute cette végétation luxuriante était en fait une forêt entière d'espèces invasives. La disparition de la flore hawaïenne a entraîné celle des oiseaux. Pour lutter contre l'extinction généralisée des espèces, Rick a créé une ferme éducative. On y cultive une centaine de plantes indigènes en vue de les réintroduire dans la nature. On espère inverser la tendance actuelle à Hawaï. Beaucoup de plantes sont sur la liste des espèces menacées et de nombreux végétaux et animaux s'éteignent. Nous sommes au cœur de l'extinction mondiale des espèces. Tous les matins, l'équipe sonne le pou, la conque marine. La ferme pratique une agriculture durable qui intègre des techniques hawaïennes ancestrales. La récolte du taro occupe une grande place dans les traditions et le régime alimentaire locaux. Rick et son équipe cultivent et conservent des variétés anciennes. Au lieu d'exploiter la terre, ils en prennent soin pour qu'elle reste fertile. On entend beaucoup parler de malama aina, prendre soin de la terre en hawaïen. Mais pour moi, ça signifie surtout beaucoup de travail. Quand je regarde au loin, au-delà du terrain dont on s'occupe déjà, je me dis que prendre soin de tout cet espace, ça va demander beaucoup de travail. Et ce n'est qu'une infime portion de toute la terre d'Hawaï qui subit le même traumatisme. Rick a entrepris un travail de Sisyphe et il doit résoudre des cas de conscience au quotidien. Par exemple avec le héron garde-bœuf, qui vit sur le terrain de l'association. L'espèce est originaire d'Afrique. On l'a introduite à Hawaï dans les années 1950 pour éliminer les tiques et les mouches qui attaquaient les bovins.
avec des conséquences désastreuses. Le héron s'est multiplié rapidement et il dispute désormais leur nourriture aux oiseaux endémiques. Aujourd'hui, il s'agit moins de rétablir un équilibre rompu que d'inventer une nouvelle harmonie. Le baleineau à bosse a bien grandi. Chaque jour, il gagne en force et contrôle mieux ses mouvements. Il se développe en restant près de sa mère. Tous deux doivent s'adapter l'un à l'autre. Le baleineau a des capacités respiratoires limitées. Il remonte très souvent à la surface pour reprendre son souffle. La femelle, elle, reste dans l'eau pour s'économiser. Elle allaite durant plusieurs mois sans s'alimenter elle-même. Certaines baleines à bosse se laissent dériver avec le courant. Ce mâle est encore trop jeune pour s'accoupler au large d'Hawaï. Il tourne sur lui-même. Il dessine des cercles. Il exécute une danse. De grands dauphins se joignent à lui dans un ballet nautique improvisé. Pour le baleineau, c'est l'occasion d'apprendre à se tenir à distance des eaux portants. Tout près de là, des baleines adultes se livrent à un jeu plus sérieux. La période de reproduction commence en février ou mars. Les mâles sont moins grands et plus nombreux que les femelles, car beaucoup d'entre elles prennent encore soin d'un petit. Ce déséquilibre crée une concurrence féroce entre les mâles. Ils se disputent âprement la meilleure place derrière une femelle. Celui-ci, doté de nageoires pectorales blanches, est bien décidé à passer devant les autres. Il prépare un coup. Il commence par créer un rideau de bulles pour marquer sa supériorité physique et brouiller la vue de ses rivaux. Il passe sous l'un de ses rivaux et le soulève hors de l'eau. Les mâles peuvent utiliser leurs nageoires caudales, leur tête ou leur menton pour se mesurer les uns aux autres. Ils sont capables de s'affronter sur plus de 30 km durant des heures. Seuls les plus robustes et les plus endurants ont une chance de se reproduire.
la femelle fera son choix à la fin de l'épreuve. Mais la joute est loin d'être finie. Hawaï peut s'enorgueillir de ses plages de sable fin bordées de cocotiers. Elles attirent autant les surfeurs que les touristes. Mais quand l'espèce humaine s'introduit dans un écosystème, tous doivent s'adapter pour cohabiter. Ce restaurant de tacos offre une vue magnifique sur l'océan. Mais ce n'est pas le panorama qui attire ce petit reptile. Le gecko diurne à poussière d'or est originaire de Madagascar. Il a été importé comme animal de terrarium. Désormais, il fait quasiment partie du paysage dans de nombreuses régions de l'archipel. Et il a une chose en commun avec les touristes. Il adore la sauce piquante à la mangue. Dans la nature, il se nourrit d'insectes et de nectar qu'il dispute à la faune locale. Comme la plupart des espèces introduites à Hawaï, il ne constitue pas forcément une menace, mais il induit de profonds bouleversements. Ça suffit comme ça. Le reste est pour les fourmis. En mer, ce soir comme tous les soirs, c'est le ballet parfaitement réglé de la faune des abysses. Le zooplancton remonte vers la surface à la faveur de l'obscurité. Des petits crabes sortent du récif, ainsi qu'une multitude de larves de vers, d'étoiles de mer, d'oursins, de coraux ou encore de poissons. Les poissons qui vivent le jour se retirent à l'heure où sortent les grands carnassiers. La murène quitte son repère pour chasser ses proies dans les anfractuosités du récif. Des carangues bleues se tiennent à proximité, prêtes à attraper la proie que la murène aura débusquée. C'est un échange de bons procédés. Les poissons qui fuient devant les carangues tombent dans l'escarcelle de la murène. Ces relations symbiotiques sont fréquentes sur le récif. Mais certains animaux ne comptent que sur eux-mêmes. Le poisson perroquet peut se défendre tout seul grâce à un camouflage chimique. Il passe la nuit dans un cocon de mucus qui empêche les prédateurs de percevoir son odeur. La soupe de plancton est parfois particulièrement épaisse, surtout les nuits de pleine lune. Une dizaine de raies mantas font leur apparition. Elles moissonnent la mer avec leur gueule grande ouverte.
Elles utilisent leur nageoire céphalique pour guider le plancton vers leur gosier, où il est filtré par de fines excroissances osseuses. Les mantas se blessent parfois en approchant trop près des coraux qui peuvent être tranchants. Celle-ci a perdu une nageoire céphalique. La plaie a bien cicatrisé. Une autre vient de se couper la nageoire pectorale. Ces raies peuvent peser plus d'1 tonne pour une envergure de 4,50 mètres. Malgré leur corpulence, elles se déplacent avec grâce à travers la nuit. Elles ont une mémoire très développée et sont capables d'apprendre. On a également découvert récemment qu'elles étaient beaucoup plus sociables qu'on ne le pensait. Elles se nourrissent en groupe, les unes derrière les autres, pour augmenter leur prise. Elles adaptent leur technique de chasse à la densité du plancton, au courant et aux marées. On pourrait croire qu'elles se font concurrence pour la nourriture, mais il est possible qu'il s'agisse plutôt de coopération. Les chercheurs commencent tout juste à comprendre leur fonctionnement. Pour survivre, l'homme doit comprendre qu'il est lié à son environnement et agir en conséquence. C'est la voie tracée par les descendants des premiers colons polynésiens que les Hawaïens d'aujourd'hui s'emploient à suivre. Traditionnellement, les Hawaïens distinguaient 2 espaces. Le Wao Kanaka, dans les plaines, était le royaume des hommes, là où ils pouvaient vivre et cultiver la terre. Le Wao Akua, en altitude, était le royaume des dieux, dont l'accès était restreint. Le sommet du Mauna Kea s'élève à 4207 mètres d'altitude. C'est le point culminant de l'archipel. Il est considéré comme un trait d'union entre le ciel et la terre, dans la mythologie hawaïenne. Il n'a jamais été occupé durablement, jusqu'à ce qu'on y implante un observatoire. C'est en effet l'un des meilleurs sites au monde pour l'observation astronomique. Aujourd'hui, on prévoit d'y construire un nouveau télescope géant. Mais la population est très hostile à ce projet. Pour l'artiste et militante Hawene Rios et de nombreux Hawaïens, le Mauna Kea n'est pas juste un volcan. C'est un lieu sacré où résident des esprits. Aloha Aina signifie aimer la terre comme on aime sa famille. Aina vient de Aiga, qui signifie famille. Cette conception est répandue dans tout le Pacifique. Elle a traversé l'espace et le temps. Voilà pourquoi nous ne nous considérons pas comme séparés de la Terre et des éléments. Nous sommes reliés à tout. Selon cette conception, le Mauna Kea est un être vivant, un parent qu'il convient de traiter avec respect et de manière responsable. Diverses cérémonies ont lieu à cette fin. Aux yeux d'un grand nombre d'Hawaïens, la construction d'un télescope géant représenterait une étape supplémentaire dans la désacralisation du Mauna Kea. Elle ne pourra se faire qu'au mépris de la vie des autochtones. L'opposition à ce projet s'inscrit dans un mouvement plus vaste de défense de la dignité et des traditions du peuple hawaïen. Le Mauna Kea est devenu le symbole de l'autonomie du peuple hawaïen et de l'opposition entre science
et croyances traditionnelles. Pourtant, qu'ils soient astronomes ou adeptes des spiritualités ancestrales, tous cherchent à répondre aux mêmes questions sur l'origine du monde et sa destination. Tous aspirent à établir un lien entre l'homme et l'univers. D'ailleurs, le Kumulipo, le mythe hawaïen de la création, décrit des débuts qui évoquent le Big Bang. Finalement, Hawaï n'a rien d'un archipel isolé. Bien au contraire, il est relié au tout. Au printemps, les baleines à bosse quittent les îles hawaïennes en direction du nord. Elles retournent dans les eaux poissonneuses de l'Alaska. Nourri au riche lait de sa mère, le baleineau a grandi et forci. À travers ces jeux, il s'exerce en vue de la prochaine migration annuelle. Il travaille ses muscles, son endurance, sa coordination et ses capacités respiratoires. Il plonge maintenant avec davantage d'aisance. Il fait régulièrement des pauses auprès de sa mère pour récupérer. Il se blottit sous elle pour éviter que le courant ne le fasse remonter à la surface, comme un bouchon de liège. Son corps est en effet constitué d'une part importante de graisse, ce qui lui confère un haut degré de flottabilité. La femelle est amaigrie. Elle a vécu tout l'hiver sur ses réserves, sans s'alimenter. Elle n'est pas encore prête à s'accoupler, ce qui n'empêche pas les mâles de continuer à l'escorter. Les baleines entament leur migration estivale entre les mois de mars et de mai. Elles vont parcourir 5000 km pour rejoindre leur quartier d'été dans le Grand Nord. À l'arrivée, la femelle pourra se restaurer et faire des réserves de graisse pour l'hiver suivant. Le baleineau et sa mère quittent Hawaï ensemble en tirant un trait d'union entre l'archipel et le reste du monde.